Après une journée entière de pourparlers avec de hauts responsables ukrainiens consacrés à la recherche d'une issue au conflit qui dure depuis presque 4 ans avec la Russie, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré depuis Genève que dimanche avait été la journée la plus productive des 10 derniers mois, même si aucun accord n'a encore été trouvé. Il a toutefois évoqué d'énormes progrès et s'est dit très optimiste quant à la suite. Marco Rubio a ajouté qu'il souhaite présenter une proposition bientôt, mais qu'aucune date limite n'a pour l'instant été fixée. I think the takeaway from it is, I think this was a very, very meaningful, I would say, probably best meeting and day we've had so far in this entire process, going back to when we first came into office in January. But there's still some work left to do, and that's what our teams are going to be doing right now. Marco Rubio a souligné qu'un plan final devra être soumis à Moscou. Il est évident que les Russes ont leur mot à dire, a-t-il déclaré. Mais ce plan de paix en 28 points de Donald Trump a suscité de vives critiques des alliés européens. Plusieurs dirigeants ont dénoncé des concessions trop importantes en faveur de la Russie, jugeant qu'ils mettraient en péril la souveraineté ukrainienne et la sécurité du vieux continent. Des attaques russes ont tué au moins 6 personnes et en ont blessé 36 autres dans toute l'Ukraine au cours de la journée écoulée. Au cours de la nuit, les forces russes ont lancé 98 drones sur l'Ukraine. Si la plupart ont pu être abattus ou neutralisés, 27 engins ont atteint leur cible en 12 endroits. Les forces russes ont également utilisé des lance-roquettes multiples et des bombes planantes. Une frappe de drone sur Dnipro, une ville du centre de l'Ukraine, a touché un immeuble résidentiel. Zaporijia a également été une cible des attaques de drones. Une frappe sur un supermarché et des bâtiments résidentiels a blessé 6 personnes. L'armée ukrainienne aurait de son côté frappé la centrale thermique de Chatoura dans la région de Moscou pendant la nuit. Des membres d'un groupe partisan pro-ukrainien appelé Atesh ont saboté une locomotive électrique qui aurait été utilisée pour transporter des marchandises militaires depuis la ville russe de Rostov-sur-le-Don. Le Hezbollah a confirmé dimanche soir la mort de son haut commandant militaire Haitham Ali Tabatabai, présenté par Israël comme le chef d'état-major du mouvement. Il a été tué dans une frappe israélienne visant la banlieue sud de Beyrouth. Tabatabai avait dirigé notamment la force Radwan, une unité d'élite du Hezbollah. Outre Tabatabai, l'attaque israélienne a fait 5 morts et 28 blessés selon les autorités locales. Il s'agit de la première frappe israélienne à Beyrouth depuis juin dernier. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré dans un communiqué « Nous continuerons à agir avec force pour prévenir toute menace contre les habitants du Nord et l'État d'Israël ». Le président libanais Joseph Aoun a condamné cette attaque et a accusé Israël de refuser d'appliquer la fin de l'accord de cessez-le-feu. Tabatabai était considéré comme le successeur d'Ibrahim Akil, qui a été tué en septembre 2024 lors de frappes israéliennes qui ont anéanti une grande partie de la direction du Hezbollah, y compris son chef de longue date Hassan Nasrallah. Un allié du dirigeant séparatiste serbe de Bosnie, Milorad Dodik, est arrivé en tête de l'élection présidentielle dans la partie serbe du pays ce dimanche, selon les résultats préliminaires. Avec 50,89% des voix, Siniša Karan devance son principal rival Branko Blanuša, soutenu par plusieurs formations d'opposition, qui a récolté 47,81% des votes exprimés. Cette présidentielle anticipée a été organisée après que Milorad Dodik a été destitué en raison de politiques séparatistes qui ont alimenté l'instabilité. Il a été reconnu coupable d'avoir désobéi aux ordres du haut représentant international pour la Bosnie et a été condamné à 1 an de prison et à 6 ans d'inéligibilité. Les prochaines élections générales sont prévues en octobre 2026. Les Slovènes ont voté contre la législation du suicide assisté à l'occasion d'un référendum organisé ce dimanche. Seulement 41% des habitants se sont exprimés et 53% d'entre eux se sont opposés à cette loi qui sera suspendue pour au moins 1 an. La loi permettait aux patients en pleine possession de leur faculté de mettre fin à leur vie avec une assistance médicale s'ils souffrent d'une maladie incurable ou d'une douleur insupportable. Les partis et militants conservateurs ainsi que l'Église catholique se sont opposés à cette loi. Hvala lepa vsem, ki so glasovali proti zastrupitvi bolnikov, invalidov in upokojencev. In to je velika zmaga za invalide, bolnike in upokojence. Zdaj so lahko mirno praznujejo Advent in Božič. Il y a 1 an, les Slovènes s'étaient positionnés en faveur du suicide assisté, ce que le référendum de dimanche vient remettre en cause. La vice-présidente du Parlement a attribué ce résultat à une campagne trompeuse menée par ses détracteurs.
Uspeli so konzervativni krogi, uspel je Primc, uspela je RKC nadoločiti javno mnenje s svojimi lažmi, zavajanji in interpretacijami, da gre za zakon, ki globoko posega v človekovo življenje. Cependant, les partisans du suicide assisté ne perdent pas espoir, car un nouveau vote pourra être organisé sur ce sujet dans un an. Le sommet du G20 qui s'est tenu à Johannesburg, capitale de l'Afrique du Sud, s'est achevé sur un clivage diplomatique entre le pays hôte et le pays qui accueillera le dialogue l'année suivante, à savoir l'Afrique du Sud et les États-Unis. Cette année, le président américain Donald Trump n'a pas participé au sommet des dirigeants. Plusieurs autres présidents ont fait de même, notamment le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine. Les États-Unis ont déclaré qu'ils n'assisteraient qu'à la cérémonie de passation de la présidence, mais l'Afrique du Sud aurait refusé de le faire parce que l'Amérique avait envoyé un jeune fonctionnaire américain. L'Afrique du Sud a déclaré que la passation de pouvoir aurait lieu plus tard. Les États-Unis doivent prendre la présidence du G20 pour 2026. Le gouvernement américain a déclaré qu'elle organiserait son sommet au club de golf du président Donald Trump à Doral, en Floride. Les dirigeants mondiaux participants ont adopté une déclaration sur les défis mondiaux dès samedi, malgré l'opposition des États-Unis. La déclaration en 122 points exige une action mondiale accrue pour faire face au changement climatique. Elle souligne également la nécessité de réformer les systèmes financiers internationaux afin d'aider les pays à faible revenu à faire face à leurs dettes. Après 2 semaines de négociations, la COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat, s'est achevée samedi par un compromis jugé insuffisant par certains et salué par d'autres comme un progrès. L'accord finalisé lors de la COP30 prévoit un financement accru pour aider les pays à s'adapter au changement climatique, mais ne comporte pas de plan concret de transition énergétique pour abandonner les énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz responsables du réchauffement climatique. La conférence n'a pas permis d'obtenir les résultats escomptés par les scientifiques. Elle n'a pas été aussi significative que le réclamaient les militants et les peuples autochtones. Peu de pays ont obtenu satisfaction sur l'ensemble de leurs demandes et le bâtiment de la conférence a même pris feu. Cependant, cette déception est contrebalancée par quelques avancées et l'espoir de voir les pays progresser davantage l'année prochaine. La COP31 se tiendra en Antalya, en Turquie, sous la présidence de l'Australie. Dans moins d'une semaine, la flamme olympique sera allumée en Grèce et commencera son voyage vers le nord de l'Italie pour les Jeux d'hiver 2026. À Olympie Antique, berceau de la compétition, des prêtresses et des coureuils préparent la cérémonie qui sera suivie dans le monde entier. Mais avant la cérémonie d'allumage officielle, des répétitions quotidiennes, dures et intensives sont de mise. Et ce, même si elles ont lieu tous les 2 ans. 10 jours avant la cérémonie, un groupe de 40 jeunes hommes et femmes s'est installé à l'Académie internationale olympique de l'Olympie Antique. Ce sont eux qui, lors de la cérémonie, accompagneront la grande prêtresse. Ils y allumeront la flamme antique tout en envoyant un message universel de paix entre les peuples. Depuis 2008, c'est la chorégraphe Artemis Ignatiou qui est la directrice artistique des cérémonies de la flamme olympique. C'est elle qui supervise tous les détails de la cérémonie de cette année, y compris les dernières répétitions que son équipe suit depuis plusieurs semaines. Des répétitions qui se déroulent non seulement dans les installations de l'Académie internationale olympique, mais aussi et surtout sur le site olympique sacré adjacent, lieu où les Jeux olympiques sont nés il y a 2800 ans. Intitulée « Jeunes femmes et coureuils, l'éternel réveil », la cérémonie de cette année s'inspire des statues antiques. Les jeunes femmes et les coureuils prennent vie devant les spectateurs et avec rythme, avec intensité, créent une nouvelle chorégraphie où l'atmosphère de la Grèce antique se mélange à celle de l'ère moderne. Η ομάδα είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι όλοι καλλιτέχνες, είναι καθηγητές χορού ή ηθοποιοί. Προσφέρουμε όλοι εθελοντικά τις υπηρεσίες μας για τη χώρα μας, για την Ελλάδα και να ταξιδέψει, αυτό ζητούμε, το μήνυμα της Ολυμπιακής Εκεχηρίας σε όλο τον κόσμο. Γιατί στην ερώτηση, σε οποιαδήποτε ερώτηση, η απάντηση είναι ειρήνη σε όλο τον κόσμο.
Sentiment de communauté, devoir citoyen, les danseurs et acteurs participent à l'allumage de la flamme pour de nombreuses raisons, mais pour eux, c'est la magie du moment qui reste, la magie créée par le lien millénaire entre eux et les danseurs antiques qui ont célébré les premiers jeux dans ce même temple. Συμμετέχω από το 2011 στις τελετές αφής και παράδοσης, σε καινούργια χορογραφία κάθε φορά και το συναίσθημα πραγματικά είναι μοναδικό. Το πιο σημαντικό σε αυτή την ομάδα είναι το δέσιμο, το δώσιμο και όλα αυτά τα κοινά συναισθήματα με έναν και μόνο στόχο, να στείλουμε το μήνυμα της ειρήνης παντού. Η εμπειρία είναι ξεχωριστή και μαγική κάθε φορά. Συνδεόμαστε ως ομάδα, ως μια μεγάλη οικογένεια και αυτό είναι απίστευτο. Τα αγόρια έχουν ενεργό ρόλο αναπαριστώντας τα γάλματα του Διός, είτε Ολυμπιονίκες αθλητές και ακριβώς μετά ως κούροι σε καινούργια χορογραφία κάθε φορά στην Ολυμπιάδα. À moins d'une semaine de la cérémonie, les répétitions sont presque terminées. Tout s'est déroulé à merveille selon la directrice artistique et les bénévoles. Pour le groupe, il ne reste plus qu'à savoir si la météo leur permettra de réaliser la cérémonie en extérieur. La flamme olympique est traditionnellement allumée en concentrant les rayons du soleil. Il y a tout de même un plan B puisque la cérémonie pourra également avoir lieu dans le musée adjacent au temple avec une lanterne allumée il y a quelques jours. Ομορφιά, αρμονία, χάρη. Τα τρία αυτά γνωρίσματα που συνδέουν το αρχαίο ελληνικό κάλος με τις σύγχρονες Ολυμπιακές αξίες χαρακτηρίζουν τις ιέρειες και τους κούρους που συμμετέχουν στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους χειμερινούς αγώνες Μιλάνο Κορτίνα που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Φεβρουάριο στην Βόρεια Ιταλία. Από την αρχαία Ολυμπία, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης.